du monde, étant entendu qu'il y a 1000 défauts dans ce type d'organisation, il n'est pas parfait, mais il est un des moins mauvais que l'humanité ait créé. Voilà. Et le mot modèle, je m'en excuse, le terme est ambigu. Pourquoi s'adresser au reste du monde? C'est pas dans un esprit d'orgueil impérialiste en disant vous, vous êtes des sauvages, regardez ce que nous sommes. Nous sommes autorisés à dire écoutez, essayez de ne pas refaire les erreurs que nous avons commises. Et nous avons mis au point un système du monde. Et je crois que dans les remises en cause profondes que l'humanité traverse en ce moment, on est amené à... On a assisté à la chute aujourd'hui on assiste, d'après moi, à la chute des statuts des dictateurs. Oui. Ça aussi, les différences. Par exemple, en 89, il y avait un système, une proposition alternative en fait au système occidental. Mais aujourd'hui, en fait, des régimes, au lieu d'intervenir militairement ou d'une autre manière, M. Benadé était là depuis au moins 20 ans, M. Moubarak il est là depuis 30 ans. Sur le cœur des Français des illusions trompeuses en disant qu'une intervention serait légitime sans dire pour autant que c'est une intervention derrière laquelle qu'elle avait très bien privilégié la conciliation donc, et non plus la combativité. Donc c'était d'une certaine manière en fait dire que c'était l'esprit saint-simonien qui s'y imposait, c'est-à-dire que c'était une guerre de concurrence et non plus une guerre prononcée par Jacques Delors, que vous avez très bien connu, je pense, qui a été président de la Commission européenne entre 1985 et 1980. Bon, et je laisserai la deuxième question clairement pour vous, Madame la Lumière. Alors, pourquoi l'Europe n'intervient-elle pas? Ou si elle intervient, est-ce qu'on va lui reprocher voilà, d'être trop interventionniste et tout? C'est compliqué. C'est compliqué pour l'Europe et pour chacun de ces pays, parce qu'il y a un travail de mémoire qui n'a pas été fait. Il y a un travail de mémoire, de réconciliation, de pardon, qui est encore à construire entre, pour parler de la France, entre la France et ses colonies, entre l'Allemagne et les siennes, entre la Belgique et les siennes, etc. Et donc, toute venue, par exemple pour la France en Tunisie, est analysée au regard de ce que chacun perçoit, mais sans que ça puisse ait été suffisamment parlé, sans qu'un travail d'historien réel ait été fait là-dessus. Comme toujours, quand on regarde l'histoire, elle n'est ni blanche ni noire. Il y a eu des circonstances, des choix, des priorités, et puis ce que vous semblez évoquer comme un quasi-abandon aussi, laisser ces pays subir des dictatures pendant autant d'années. Moi j'ai un souvenir terrible, parce que j'avais créé à Strasbourg un club des maires des grandes villes des nouveaux États membres, en me disant pour associer les villes, puisque les États et les capitales étaient dans le processus d'intégration, mais pas du tout les grandes villes. C'est dans les grandes villes que les évolutions les plus fortes avaient lieu. Je crois que ce qui manque aux autorités politiques de l'Union européenne, c'est une véritable vision de notre intérêt dans l'avenir et de la place du rôle de la Turquie dans l'avenir de l'Europe et du monde. On traite aujourd'hui officiellement la candidature de la Turquie avec une vision de court terme. Alors ça donne ceci. Il y a à la fois des éléments qualitatifs et des éléments quantitatifs et qualitatifs. Dans le qualitatif, vous avez le problème religieux. J'en ai longuement parlé tout à l'heure. Un pays musulman, je vous ai dit que pour moi c'était un contresens total et que le critère religieux était un critère non seulement qu'on ne devait pas prendre en considération, mais qu'il était extrêmement dangereux de prendre en considération. Parce qu'alors là, on tourne le dos à l'esprit européen, qui est, si vous voulez, un esprit laïque, même si on n'emploie pas le mot. Mais si on commence à faire une ségrégation sur base religieuse, on est fichu. Ça,
J'en suis convaincu, on pourra reprendre ça si vous voulez, mais j'en ai déjà parlé devant les camarades qui étaient présents ici. Mais il y a aussi des éléments quantitatifs, mais qui parfois sont des peurs irraisonnées, mais enfin elles existent. Alors, c'est la plus grande délégation nationale sera turque. Ah là là, c'est épouvantable. Bon, ça c'est un argument qu'on entend. On entend aussi, ah là là, la Turquie est un réservoir de main-d'œuvre et on va être envahi par les travailleurs turcs. Au passage, on devrait se rendre compte, Madame Lagarde, notre ministre de l'économie, l'a dit encore récemment, en réalité, des pays comme les nôtres ont un besoin de main-d'œuvre et en tout cas auront prochainement un besoin de main-d'œuvre. Sa capacité de créer de la richesse peut finalement, d'apothicaire entre ce que ça rapporte et ce que... Mais il n'est pas évident que la Turquie prendra plus qu'elle n'est capable de fournir en tant que richesse. C'est pour ça que, personnellement, je considère que les arguments qui freinent l'entrée de la Turquie, qu'il s'agisse des éléments qualitatifs ou des éléments quantitatifs, en réalité, ne sont pas des arguments déterminants. Ça, c'est quand même important. De la Turquie dans l'Union européenne et de tous les problèmes que ça posait, et surtout du problème religieux, mais tous ici, nous savons qu'il y a un problème donc, qui est la négation du génocide arménien. Donc le 4 mai, il va y avoir donc, une proposition de loi qui va se présenter donc, au Sénat pour le vote d'une loi donc, qui va interdire la négation du génocide arménien. Oui. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, en fait, au fond de moi, la France, donc, qui est le pays donc, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui a donc, pour liberté fondamentale donc, la liberté d'expression, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été votée par l'ONU en 1948, qui également donc, prône cette liberté d'expression. Comment donc, le pays qui est la France peut tenter de limiter la liberté d'expression des citoyens qui vivent en France? Donc vous, de même, vous avez parlé, Madame le maire, tout à l'heure, juste à l'instant, de la politique, justement, de l'Europe. Donc, tous les pays d'Europe ont accepté la liberté d'expression. La France, qui est donc l'un des pays constructeurs de cette Union européenne, l'Union européenne qui est aujourd'hui donc un modèle donc, pour tout le monde peut-être, comment la France peut limiter cette... Ça a l'air un travail de mémoire sur ce sujet, pour que les choses puissent être exprimées, dites en toute transparence, et que des analyses différentes puissent être présentées, et se croiser, et se... Il y a quelques grands historiens, là, pédagogues, qui ont écrit avec leurs collègues allemands un ouvrage d'histoire commune entre la France et l'Allemagne. Le bouquin est sorti en 2006. Il faut y arriver, hein, à parler de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première... à un Parlement de décréter, enfin, de prendre position sur des faits historiques. Franchement, c'est pas du tout. Et a fortiori, quand ce sont des événements qui ne se sont pas produits sur son sol. Pour d'autres, il y a un effort pour calmer le jeu qui serait bienvenu. Bon, il s'est passé des faits, je ne les qualifie pas, je ne sais pas, est-ce que c'était des génocides, un demi-génocide, un super-génocide? Bon, on peut se quereller sur le sens du mot génocide, enfin bon, on entre dans des querelles à plus finir. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment, parce que c'est à la base de l'esprit de la construction européenne, c'est qu'on essaie de se réconcilier. Et à juste titre, Fabienne Keller a parlé de ces manuels d'histoire franco-allemands, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Alors c'est vrai que c'était infaisable au lendemain de la guerre, infaisable ça. Eh bien, on s'y est mis, on a mis du temps, mais aujourd'hui, il y a ce manuel qui porte des jugements équilibrés sur des événements pour lesquels on s'est tué. Et ça montre que... Même du point de vue de la Constitution française, au titre concernant l'Union européenne, cette exigence a été constitutionnalisée, l'exigence suivante selon laquelle l'entrée d'un nouvel État devra être soumise à la ratification par référendum. Une grande amie de la Turquie, et d'ailleurs sa présence
le prouve encore une fois. Et je remercie aussi Madame la sénatrice pour être ici. Et je remercie aussi ces étudiants turcs qui sont donc les plus courageux et des étudiants turcs qui se trouvent en France. Ça c'est clair, parce que la France c'est quand même le pays où c'est un des pays où il y a le plus d'étudiants turcs. Et c'est vrai que il devait y avoir un peu plus d'étudiants là ici, mais je salue leur courage et leur travail et je les remercie aussi. 2 tiers de ma carrière a passé avec ça et je pense que ça va continuer jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Mais il faut savoir une chose, je dis ça surtout à nos étudiants turcs, à mes compatriotes, en discutant l'Europe, il ne faut pas seulement discuter l'adhésion de la Turquie, nous avions raison, vous n'avez pas accepté la Turquie. Ce ton de se plaindre, d'être comme ça, frustré, etc., ça ne sert à rien. Il faut pouvoir parler sur l'avenir de l'Europe pour que les Européens comprennent que les Turcs, et surtout les jeunes Turcs, puissent contribuer à l'avenir de l'Europe. Et quand nous serons à l'Union européenne, quel genre d'Europe nous allons construire tous ensemble? C'est là où on doit se focaliser, à mon avis, et à commencer par exemple le processus de décision de l'Europe. Parce que nous parlons de l'Europe, de l'Union européenne, mais on ne discute pas le processus de décision. Pourquoi l'Europe reste passive? Parce que l'Europe n'est pas capable de prendre des décisions politiques. Alors pourquoi nous ne proposons pas des mécanismes de décision aux Européens? Majorité qualifiée, comme ça, comme ci, etc. Je vous remercie beaucoup et je vous demande votre permission pour quitter et participer à une autre réunion. Merci bien et je vous souhaite beaucoup de succès pour ce congrès-là. Aujourd'hui, vous nous avez donné cette possibilité de nous exprimer, c'est la position de la France sur les victimes diplomates de la Salah. En fait, on revient. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, comment on va percevoir la position de la France, s'il vous plaît? Je vous résume ça là, c'est... Il y a un camp de concentration, c'est un camp d'extermination. Il y a des milliers de gens qui sont morts là. Dans les locaux de l'hôpital de Strasbourg, repliés à Clermont-Ferrand, il y a un soi-disant docteur qui fait des opérations sur ces pauvres gens qui étaient dans ce camp de concentration, dont on a, au lendemain de la guerre, les Américains ont ramassé les petites. J'avais horreur de ça, le champ de croix et la caserne. Mais ça m'a imprimé en dur. Si on veut se construire un avenir, il faut regarder ça, mais pas chercher à attaquer, critiquer. C'est là. C'est un fait. Parler, c'est là, c'est un fait historique, on ne pourra pas l'enlever, mais pour mieux se projeter et vivre autre chose de nous. Un souvenir, on va dire, le voici. Vous avez une carte de Tudilis qui était un cartographe célèbre dans l'Empire. Le débat a été passionnant avec vous et donc on a...